Merci d'être là et tout de suite entrer dans le sujet en vous présentant les invités de cette première table ronde sur le thème du dessin en collection. Florence et Daniel Garlin, qu'on connaît bien entendu pour cette fabuleuse donation qu'ils ont faite notamment à Beaubourg, 1200 dessins, spécialistes pour le moins de ce médium. À côté d'eux, Javier Pérez, qui est un artiste qui d'ailleurs figure dans la collection des Garlin et qui est un artiste d'origine hispanique et qui est présent sur le salon Drawing Now Paris 2016 sur le stand de la galerie Claudine Papillon. Et puis, immédiatement auprès de moi, Yves Lecointre, qui est le directeur du Fonds régional d'art contemporain, on va dire encore de Picardie, et qui est le FRAC spécialiste du dessin en France. Yves Lecointre dirige cette institution depuis, je crois, bientôt 20 ans, peut-être un peu plus, il le précisera tout à l'heure. En tout cas, l'idée a été, pour entrer dans le sujet en quelque sorte, de s'interroger sur les raisons qui peuvent conduire aussi bien des collectionneurs, un artiste ou un institutionnel, on va le dire comme cela, en tout cas un directeur d'institution publique, d'avoir jeté leur dévolu sur le dessin. Donc tout de suite, je vais m'adresser à Daniel et à Florence Garlin en leur demandant si ce choix d'avoir porté votre dévolu sur le dessin, c'était quelque chose qui a préludé l'idée même de la collection. Comment c'est advenu, en quelque sorte, ce dessin dans la collection Garlin? Daniel Garlin. Oui, bonjour. C'est venu naturellement, c'est-à-dire qu'on avait une collection aussi bien de dessins, de sculptures, de peintures, et à un moment donné, on a fait, avec notre fondation, on a fait 25 expositions à 40 km de Paris, et on a arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de monde en fait pendant la semaine et les week-ends, et on a décidé de créer ce prix de dessin. On a regardé à ce moment-là notre collection, on a ressorti beaucoup de dessins, on les a achetés, il y avait peut-être une certaine inconscience dans la manière dont on a acheté au départ, et le dessin a pris toute son importance, et on a décidé donc de créer ce prix de dessin. Bien sûr, à partir de ce moment-là, dans les foires, on achetait plus de dessins que de peintures. Elle a grandi finalement assez vite. On a eu une première exposition, nous avons fait nous-mêmes à New York, au centre culturel de l'ambassade de France, dans un lieu absolument superbe. Et puis après, Yves Lecointre nous a invités dans son FRAC. Il nous a fait une très belle exposition et il nous a fait découvrir un peu la ligne de notre collection. On en était parfaitement inconscient, mais je crois qu'une collection ressemble à ses maîtres, je vais dire. Et à partir de là, on a arrivé à un certain moment où on avait tellement de dessins qu'on voulait que la collection reste entière, surtout. On voulait qu'elle soit donnée à une institution. C'est pas question de vendre ça. Pour nous, c'est très important qu'elle reste. Et puis, naturellement, on a des relations avec le Centre Pompidou quand même très, très importantes. Donc, on a décidé de donner cette collection au Centre Pompidou, qui en plus nous a fait une magnifique exposition au départ. Moi, ce que je veux ajouter, c'est que Yves a joué un énorme rôle dans notre constitution de collection, ça Daniel a déjà dit, mais surtout, il a dit il y a une ligne. Et cette ligne, on ne l'avait jamais trouvée. C'était l'absence et la présence du corps. Et c'était complètement inconscient. C'est-à-dire que c'était des achats que vous faisiez de manière intuitive? Intuitive et esthétique. Enfin, quand on a acheté Ravière, on a découvert l'œuvre de Ravière au musée de Rouen. C'était 52 dessins. On a dit, est-ce qu'on peut en avoir 3 ou 4? On s'est dit, non, c'est tout ou rien. Et là, on est parti. Et quand même, l'œuvre de Ravière, c'est vraiment tourné vers le corps.
Tout à fait. Et alors, par rapport au médium propre qu'est le dessin, à l'intérieur de votre collection, parce que quand vous avez commencé, vous aviez aussi de la peinture, vous aviez même de la photo, de la sculpture. Quelle considération et quelle place vous accordiez à ce moment-là dans les acquisitions que vous faisiez au dessin? Pareil, il y avait autant de peinture, de dessin et de photos. Et on l'a vu quand on a vendu, parce que la conservation du dessin, ça on tient beaucoup. On ne peut pas mettre les dessins n'importe où, mais les photos, pareil, parce que c'est aussi fragile. Donc on a été assez critiqué à l'époque, mais on en avait assez d'arriver dans le stockage et de trouver les photos emballées, c'est-à-dire plus vivantes, et on voulait qu'elles aillent où être regardées par d'autres. Donc on a décidé de se séparer les photos pour garder les dessins mieux et surtout les regarder nous-mêmes. Et les photos ont été achetées par des amoureux de ces photos qui les regardent. Et c'est ça, on veut que les œuvres vivent. Peut-être aussi rappeler qu'à l'époque où vous aviez cette activité d'exposition au Ménul, le dessin, vous lui avez consacré aussi une attention régulière. En dehors, oui, mais en dehors d'expositions, disons, d'art plastique convenu, enfin sculpture, peinture. Oui, et on a fait des ateliers justement avec des artistes, mais pour le public, où ils venaient apprendre à dessiner. Ça, vraiment, donc, ça a toujours été très important. Ça a toujours été important pour moi, parce que c'était par mon métier de paysagiste, bien sûr que le dessin compte. On part en arrière avec un architecte dans la famille aussi, ça c'est important. Le trait est la chose pour moi la plus importante. On va brancher un PowerPoint, pardonnez, mais je n'arrivais pas à le faire moi-même parce que on n'avait pas... Voilà. On va brancher un PowerPoint qui va faire défiler de manière en boucle permanente. Hein. C'est une illustration visuelle pendant qu'on parle. Il n'y a rien à faire, hein, ça tourne. Ok, merci beaucoup. Je vais demander à Javier Pérez de nous dire comment lui, en tant qu'artiste, le dessin, quelle place a-t-il dans votre travail? Est-ce que c'est un dessin qui est de préparation à des travaux qui prennent matérialité dans d'autres supports, ou est-ce que c'est un travail qui existe en tant que tel? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Quel est le rapport que vous avez par rapport au dessin? En fait, moi, j'ai une vision très globale de mon travail. S'il y a quelque chose qui caractérise mon travail, en fait, c'est la diversité de moyens. Et, que ce soit la vidéo, la photographie, le dessin, la sculpture, la vidéo-installation. Je vois toujours de grandes connexions entre tous les différents moyens. Mais le dessin, c'est vrai que ça a toujours resté comme une sorte de travail parallèle que j'utilise pour penser, pour m'exprimer plus librement, je pourrais dire, parce que c'est vrai que quand je suis en train de faire un grand projet en sculpture de plusieurs tonnes ou qui me prennent 3-4 mois de travail, pour moi le dessin c'est une sorte de libération où je suis... et aussi c'est un moyen de penser. Pour moi le dessin c'est... Il y a des artistes qui pensent en train de discuter avec d'autres artistes. Oui, tout à fait. Pour moi, la façon de penser et de sortir de nouvelles idées, c'est vraiment de me mettre devant le papier et de commencer à dessiner. Et c'est comme ça que les idées deviennent de plus en plus affinées. Et c'est vrai que tout au début de mon travail, le dessin avait un rôle plutôt comme de croquis ou de skis. Et j'avais du mal à montrer le dessin en tant qu'œuvre à part entière. Mais peu à peu, c'est vrai que le dessin, il a commencé à prendre de la place de plus en plus forte. Et je pense que en fait, la plus grosse série de dessins
qui a pris vraiment un corpus important, c'est la série Précisément que les Galants achetaient quand ils l'ont vu à Rouen. C'est une série qui date de 2004, mais ça reste quand même très lié à une exposition que je fais à Palacio de Cristal, au musée Reina Sofia. Et toute cette série de dessins, de 52 dessins, le titre de cette série de dessins, c'est Métamorphosis. Ça parle de tout un univers qui apparaissent dans l'exposition qui a lieu. Pour revenir justement à cette suite de 52 dessins que les Galins avaient achetés, c'est une suite que vous aviez conçue uniquement dans le domaine du dessin. C'est-à-dire que c'est une série d'images qui était uniquement réservée à ce médium et à ce support-là. C'est-à-dire que ce n'était pas une série de dessins que vous aviez envisagé pour penser peut-être à des installations ou... En fait, l'origine de cette série, ça a été un peu... ça a venu peu à peu, en fait. J'étais en train de préparer cette exposition qui était un grand projet qui a peut-être duré une année de travail. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire des dessins. Et j'ai commencé à dessiner sur de DIN A4 et de papier assez ordinaire. Oui. Mais d'un seul coup, je me suis dit, il y avait comme des dizaines de dessins qui sont arrivés comme ça d'une manière très spontanée. D'accord. Et du coup, je me suis dit, il y a un travail important que je dois montrer. Et c'est comme ça que ça a venu. Et je me suis dit, c'est pas intéressant de montrer un seul dessin, mais de voir la totalité. Et évidemment, je fais une sélection. Et il y a aussi la façon de leur présenter. Ils sont présentés sur 4 lignes de 4 rangs, oui. Oui, tout un protocole. Quand on regarde la série entière, c'est comme si on voyait un seul dessin finalement. Il y a un rapport de l'unité à la totalité. Exact. Et inversement d'ailleurs. Oui, en fait, souvent je travaille comme ça, le dessin. Comme c'est ma manière de penser, j'ai besoin de faire beaucoup et sur une même idée, je retravaille, et il y a souvent de séries de 10, de séries de 20 qui arrivent parce que pour affiner les idées, il faut continuer à dessiner. C'est difficile sur un seul dessin d'exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer. D'accord. Oui, bien sûr, Florence. Il y a longtemps que je vais te poser une question. Parce que tous ces dessins, on a une autre série de 20, une autre série de 10, sont vraiment des dessins sortis du corps dans un autre corps. Et est-ce que ça a donné... À quelle œuvre ça a abouti, ça? Laquelle? Parce qu'on a vu des œuvres de toi où il y avait un chausson de danse et puis un pied beau et sur une musique lancinante, etc. C'était merveilleusement beau. Donc comment ce dessin de dédoublement du corps peut arriver à cette œuvre-là, par exemple? Difficile de répondre. Oui, en fait, en définitive, la question c'est quelle est l'origine d'une œuvre. Et c'est difficile à dire parce que souvent il y a plusieurs choses sur lesquelles on travaille et tout d'un coup on va au centre de cette idée et c'est pas toujours de la même façon qu'on arrive à avoir une idée. Mais c'est sûr que le dessin, c'est un moyen pour moi d'arriver à m'exprimer très, très librement. Mais souvent, quand je me mets devant le papier, c'est très rare que je me mette devant le papier sans savoir
qu'est-ce que je vais commencer à faire. Il y a déjà il y a toujours un travail mental qui précède. Il y a un travail mental qui précède. Mais après, c'est vrai qu'en dessinant, il y a de nouvelles choses qui interfèrent. Oui. Mais à part ça, c'est très difficile de dire. Ça reste toujours peut-être un peu de l'ordre de l'énigme, en fait. De l'énigme, du mystère. Mais oui, pour moi, c'est essentiel que moi, je suis le premier qui soit intrigué par mon propre travail. Premier spectateur de l'émergence du travail. Et quand je regarde des dessins qui datent des années 90, moi-même, je suis parfois surpris et j'essaie de comprendre comment ça a pu exister. Mais moi, je pense que en tout cas, moi, je garde ça comme une valeur, le fait qu'il y a une large marge de ne pas comprendre dans l'essence d'un travail. Alors, on va passer la parole à Yves Lecointe, donc le directeur du FRAC Picardie, spécialisé dans le dessin contemporain. Alors justement, je voulais te demander, Yves, comment cette spécialité du dessin est-elle arrivée dans la constitution de la collection du FRAC, puisque historiquement, le FRAC Picardie, il a été mis en place au début des années 80, mais pas dans une destination immédiate du dessin. Donc comment ceci est-il arrivé ? Oui, donc le FRAC a été créé en 83, comme beaucoup d'autres, dans les 3-4 premières années des années 80. Et la décision de venir, en quelque sorte, de porter un intérêt, je dirais, au dessin, mais je dirais qu'on fait plus une collection de traits et de lignes qu'une collection de dessins au sens traditionnel, puisque ce n'est pas uniquement une collection d'œuvres sur papier. Bon, je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir. Mais même si la décision officielle est prise en octobre 85, dès les premières réunions du comité technique d'achat. Donc en octobre 85, tu dis, et c'est le moment où toi tu arrives ? Moi, je suis arrivé quelques mois avant. D'accord, non. Mais c'est pas directement, c'est pas lié à moi personnellement, puisque un comité technique d'achat à l'époque c'était une douzaine de personnes. Ouais. Il y avait des personnes effectivement qui étaient plus impliquées que d'autres, et que c'est aussi dans une forme dans un constat, je dirais général, qui analysait à la fois ce qu'était la région et son réseau de musées et la présence de l'art moderne et contemporain, ce qu'étaient aussi les lieux culturels qui faisaient ou ne faisaient pas de présentation d'artistes vivants. C'est aussi après les attentes des élus, c'est les moyens budgétaires, et aussi la situation du marché, et ce que les autres FRAC avaient déjà commencé à faire. Donc ça fait beaucoup de paramètres, ouais. Et à partir de ça, à la fois dans les contraintes, mais aussi dans le souhait de se différencier, de se distinguer des autres initiatives qui avaient été prises dans les autres régions, où déjà on voyait que en Rhône-Alpes, par exemple, on avait décidé de faire une grande collection de sculptures, plus de photographies. Il y a beaucoup d'autres FRAC qui avaient aussi pris cette voie. Les artistes, les liens qui s'établissaient un peu à la demande des élus, puisque bon, on a beaucoup confondu au départ Fonds régional d'art contemporain et Fonds d'art contemporain régional, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et on a parfois toujours cette ambiguïté dans la tête des décideurs. On a eu une approche, je dirais, qui était à la fois celle d'un rattrapage patrimonial qui se basait sur le désintérêt des musées régionaux de Picardie à l'égard de certaines figures importantes comme Masson, Hubac, Dubuffet qui n'était pas si loin, qui ont été ignorées, jamais achetées ou auxquelles on n'a jamais consacré d'expo. Donc il y a eu cette part un peu de rattrapage patrimonial qui, de manière un peu fortuite, s'est orienté vers le dessin. Je veux dire, quand on parle de Masson, difficile de faire l'impasse sur cet élément-là. Et puis il y avait aussi quelques artistes qui avaient choisi
ou qui existaient en Picardie, qui avaient choisi de s'installer là, comme Titus Carmel, Rouen et quelques autres, ou qui étaient passés par là, comme Alechinsky, qui un temps a eu son atelier. On recherchait finalement des liens avec le territoire régional en tirant tous les cheveux possibles, toutes les ficelles. D'accord. Et donc, bon, il faut trouver les stratégies du moment, et les contraintes étant motrices, on a pris ce parti très très vite, qui a correspondu aussi à une sorte de formule que moi j'aime parfois un peu employer de manière provocatrice, qui est celle de la collection du pauvre, puisque les moyens étaient très très réduits, qu'à l'époque le dessin c'était excessivement abordable, et qu'on a pu faire des achats qu'aujourd'hui il serait absolument impossible de réaliser. Mais alors, toi, en tant que directeur du FRAC à cette époque, quel était ton intérêt pour le dessin? Toi, en tant qu'individu privé? Moi, je voulais être architecte. Donc il y a un rapport déjà avec le dessin, comme le soulignait tout à l'heure Daniel Guerlain. Et j'ai appréhendé cette affaire-là, et j'avais toujours été fasciné aussi par les livrets d'apprentissage par correspondance, oui, de la peinture et des beaux-arts que ma mère avait. Et celui qui m'intéressait le plus, c'était celui qui était consacré à la perspective, donc au dessin, et à la mise en espace. Donc, moi, je dirais que je sais dessiner. D'accord. D'accord. Voilà, donc j'avais une appétence vraiment... En fait, nous avons 3 artistes à cette table. Pardon, Florence, hein. Moi non plus. Hein. Donc, moi, j'avais une vraie appétence pour ça, quoi. C'était vraiment quelque chose que je connaissais, je dirais, de l'intérieur, presque. Hein. D'accord. Que je pratiquais de manière tout à fait régulière. J'avais regardé tous mes dessins aussi. D'accord, d'accord. Non, mais c'est intéressant d'avoir connaissance de ça, pour mieux comprendre aussi les choses. Et après, bon, il faut dire qu'à l'époque, au début des années 85, les directeurs ne s'appelaient pas des directeurs, c'était des administrateurs. C'est-à-dire qu'on était dans un schéma où c'était surtout ce qu'on appelait le conseiller artistique régional à l'époque, qui aujourd'hui est un conseiller art plastique, qui était un peu le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de cette affaire. Et ce n'est qu'à partir de la fin des années 80, 88, 90, sous l'impulsion de Dominique Bozot, de manière assez bizarre, puisqu'on lui a souvent reproché d'être un adversaire des FRAC, en tout cas de ces politiques d'acquisition ouvertes en région, qui a vraiment cautionné le fait qu'il faille mettre de vrais responsables artistiques à la tête de ces FRAC et de sortir de ces conflits bicéphaux qui pouvaient exister à une certaine époque, qui ont existé au fur et à mesure entre les représentants de l'État et le professionnel ou l'administrateur, qui des fois est devenu directeur en tant que tel, quoi. Donc, à partir de 85, la route est tracée et le chemin défini. Le FRAC Picardie sera donc celui consacré au dessin, au trait, à la ligne, comme tu l'as dit, dans une grande variété. À partir de ce moment-là, comment, d'une manière très synthétique si c'est possible, comment la collection a-t-elle été envisagée dans son contenu? Il y a quelques années, on a été convié à participer à une opération dont vous avez entendu parler, qui s'appelait Dessiner Tracé, qui était à l'initiative de l'association des conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais. Et bon, étant voisin, on a été associés. Ça a été un moment de réfléchir un peu à effectivement la façon dont ce parcours avait pu être construit. Donc c'est très facile de faire la théorie de la pratique. Et je pense qu'on est un peu dans ce cas-là, parce qu'on n'est pas dans une situation, quand on fait une collection, en tout cas pour une institution publique, où, et notamment par rapport à une matière vivante comme celle de l'art contemporain, on ne peut pas a priori savoir de quoi ça va être constitué. On est parti sur un postulat qui était assez vague, très large par ailleurs, parce qu'il correspondait aussi à ce que les FRAC devaient être. C'était avant tout des fonds. C'est-à-dire que c'était des choses qui n'étaient pas destinées nécessairement à être appréhendées de la façon dont certains peuvent l'être aujourd'hui. Bon, que ce soit le FRAC Picardie, entre autres, mais il y a aussi l'architecture au FRAC Centre, par exemple. Ce sont les 2 cas qu'on cite le plus souvent. Mais on est parti d'un postulat très large pour justement ne pas se concentrer uniquement sur une définition académique du dessin, c'est-à-dire des œuvres sur papier, et de dire, c'est tout ce qui correspond finalement, qui énonce une forme de système graphique.
Donc c'est aussi bien donc, les œuvres sur papier bidimensionnelles que des sculptures, par exemple. Et vous avez des exemples qui tournent là. Oui, oui. Ça s'est arrêté. Après, ça a été aussi au fur et à mesure des interrogations et du développement des choses, du souhait d'étendre un peu les relations que les œuvres pouvaient entretenir entre elles, mais aussi parce qu'on avait fait ce choix de développer à la fois des ensembles thématiques, mais aussi et surtout des ensembles monographiques, d'avoir pour certains artistes les formes parfois les plus, je dirais pas les plus inhabituelles, en tout cas ni les plus extrêmes, mais en tout cas celles qui, dans le contexte d'une institution publique et d'une diffusion qui doit être large, parce que c'est aussi ça pour un FRAC, c'est que la collection elle est liée à un territoire et pas uniquement à un bâtiment. Que par ailleurs, pour revenir sur des contraintes un peu contextuelles, le dessin était une réponse tout à fait appropriée par rapport à la nature des lieux qui existaient dans cette région. Donc, si on avait choisi de faire une collection d'installations ou de sculptures, elle aurait été imprésentable dans la région. D'accord. Donc, finalement, on s'en est plutôt bien sorti et on est parvenu au fur et à mesure, à construire un propos qui est celui dans lequel aujourd'hui on essaie d'analyser ou on analyse le dessin contemporain, à partir finalement de cette formule qui était très évasive au départ que nous avions employée, qui était celle du système graphique. Et après, on a effectivement pu développer un propos qui s'est articulé, qui s'est justifié, tant dans les intentions que dans le constat de ce qui se faisait aujourd'hui et de ce que les artistes auxquels on était intéressés pouvaient produire et développer. D'accord. Alors, on va passer à une deuxième sorte d'étape comme ça de réflexion et de discussion à propos de la façon dont le dessin peut être vraiment inscrit dans une collection. Et je me tourne vers Florence et Daniel Garin pour leur demander comment, quand ils ont constitué leur collection de dessins et la poursuivent, comment vous opérez vos choix par rapport à ce que vous voulez que cette collection prenne comme forme. Est-ce qu'il y a des choix thématiques? Est-ce qu'il y a des constitutions de blocs d'artistes, si je puis dire? Donc, comment vous procédez? Daniel, Florence? On n'a pas une règle absolue là-dessus. On est très... D'abord parce qu'on va avoir beaucoup d'artistes avec le prix. On en découvre tous les ans, un certain nombre. Sûr que le corps est toujours une chose importante. Il y a un certain nombre d'artistes aussi qu'on a depuis déjà longtemps dans la collection qu'on a envie de suivre. Et on a quelques abstraits aussi. Difficile de se donner une véritable ligne, sauf celle qu'Yves nous a trouvée. Je crois qu'elle existe toujours. Oui, la particularité, je crois, c'est qu'on constitue des séries. Oui. Et c'est ça qui a beaucoup plu au musée. Parce qu'on a Ravière, on a une quantité importante d'œuvres de Ravière, mais on a aussi beaucoup d'artistes comme Lutz, comme beaucoup de séries. Pepperstein, par exemple, on a donné 37 Pepperstein à Pompidou. Et ça nous intéresse de suivre les artistes au fil du temps. Et depuis les 1200 donnés à Pompidou, on rachète, pas toujours, parce qu'on trouve de nouveaux artistes, mais on arrive d'Islande, on a acheté 10 dessins, l'aquarelle de Margrethe Blondal, parce que c'était très beau, ça nous plaisait beaucoup, et voilà, on a reconstitué une série d'une artiste nouvelle. D'accord. On y retourne, du coup on y retourne. Alors, on essaie de la revoir. Donc les relations que vous avez avec les artistes, c'est des relations directes que vous avez avec les artistes ou ça passe à travers les galeries? Comment ça fonctionne? Là, c'était dans la galerie. L'artiste est venu nous rejoindre, mais on avait choisi déjà l'œuvre. D'accord. Après, quelquefois, avec le prix, on rencontre les artistes directement, mais on n'achète jamais directement auprès des artistes, parce qu'on considère que les galeries font du travail, font la promotion des artistes, et que c'est extrêmement important. Donc,
Je crois que ça nous est rarement, enfin, peut-être une fois. Peut-être un ou deux artistes qui n'ont pas de galerie pour ça. Bien sûr. Mais c'est extrêmement rare. Ça, on tient beaucoup au trio. Et des visites d'artistes, vous en faites de manière très régulière. Comment vous les organisez? C'est-à-dire, vous avez rencontré un artiste dans une galerie que vous ne connaissiez pas, vous vous intéressez... Alors ça, la visite des studios d'artistes, c'est lié complètement au prix. Alors, c'est-à-dire peut-être nous parler juste du prix quand même, nous dire un peu comment il fonctionne. Parce que ça fait partie finalement de la collection. Entre la collection, c'est un élément qui est à nous, la Fondation n'a jamais eu de collection, puisqu'elle a été... La Fondation n'a pas de collection, on est d'accord. On ne peut plus s'en séparer ou plus rien faire. Donc le prix est une commission de sélection qui est à moitié institutionnelle et à moitié privée, sur les 6. 3 Brugerolles, Karl Venter du Louvre et Jonas Storr du Centre Pompidou. Et puis nous deux et Gabriel Salomon. Voilà. Donc on travaille sur un certain nombre d'artistes. Chacun amène ses artistes. On ne veut pas recevoir de dossier, ce qui n'empêche pas qu'on en reçoive d'ailleurs. Et on travaille, on en a mis assez rapidement. Et après, à partir du moment où il reste 6-7, là on commence déjà pour le 10e prix à aller voir des artistes. On va bientôt commencer notre tournée. Alors sûr que au départ, on y va à 6 chez un artiste. On arrivait à ce que ce ne soit pas le prix. Ils ne savaient pas que c'était pour le prix. Maintenant, c'est sûr, quand ils nous voient. Le secret. Que c'est pour le prix. Donc, c'est un petit peu plus... Il y a moins de secret. Donc, en fait, donc le prix, c'est très collégial au niveau du brainstorming, d'information. Donc, soit on va dans la galerie qui nous présente l'artiste, soit on nous dit allez voir l'artiste, mais la galerie est au courant. Et après, on fait notre choix sur les 3 artistes qu'on soumet au jury. Mais ce prix nous contraint. Ça avec beaucoup de plaisir. Nous fait rencontrer beaucoup plus d'artistes qu'avant. Et ce prix, donc, en quelque sorte aussi, fait que dans la collection, on retrouve évidemment tous les artistes que vous avez pu rencontrer à l'occasion du prix. C'est-à-dire que c'est un des éléments qui nourrit la collection. Plus d'autres. On vient d'acheter Ethel Adnam, malheureusement, on ne peut pas la prendre dans le prix parce qu'elle est trop célèbre et trop âgée, entre guillemets. D'accord. Et par rapport justement à la constitution de la collection et de la place du dessin dans cette collection qui est la vôtre, par rapport à un principe simplement de génération, est-ce que vous êtes encore aujourd'hui à même de pouvoir acheter des œuvres d'un artiste que vous avez connu il y a 30 ans, mais qui évidemment peut-être malheureusement n'est plus de ce monde? Est-ce que vous avez le souci de continuer quand même à fournir, je dirais, nourrir sa présence dans la collection, ou est-ce qu'il y a un moment où cela peut s'arrêter, si je puis dire? Non, de toute façon, les artistes, pour le prix, doivent être vivants. Oui, ça d'accord, pour le prix. Pour la collection, on a quelques artistes morts, mais... On a acheté des artistes déjà morts qu'on n'a pas connus. On a acheté Gustave Doré, parce que ça nous a fait plaisir. Par exemple, oui, un très beau Gustave Doré, de mémoire. Voilà, donc, et Albert Marquet. Albert Marquet. Donc ça, vous autorisez aussi dans la collection d'instiller comme ça des ponctuations du passé. On ne s'empêche rien, sauf par le prix. Et quand on voit, on parlait des prix de dessin qui n'étaient peut-être pas chers il y a quelques années, quand on voit au salon du dessin, les prix maintenant ont pris de l'ampleur. Il y avait un robot hier magnifique, les prix ont vraiment monté, ça devient un peu plus compliqué. Et précisément, comment, en tant que collectionneur, vous voyez cette évolution? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que ça vous inquiète comme ça, ces flambées de... Tu parles des dessins anciens, des Master Drawing? Non, mais il est pas ancien, il est contemporain. Mais non, on est très content que les prix montent. Trois galeries, quand on l'a montré parce que c'est là-haut, elle a trois galeries après le prix. Pas de prix, donc c'est très bien. Donc ces prix montent, on est très content. Même si ça nous dépasse, tant pis, tant mieux pour eux. Mais on les retrouve dans d'autres collections. Et donc, en dehors du prix, vous avez aussi tout ce travail qui est important, qui est d'exposition de la collection.
Oui. C'est aussi un élément dynamique à l'intérieur de la collection. On a beaucoup de chance d'être amis avec Jonas, parce qu'on n'avait pas signé de clause. Quand on a donné, on n'a pas dit, et on veut que la collection sorte, que les dessins soient vus. Or, ils sont vus. Ils ont été montrés à Pompidou, largement, ensuite Libourne, ensuite Skarham, vous avez la directrice, là, Vera Nordahl, en Suède. Là, bientôt, c'est Danemark. Et puis, il y a d'autres projets, avec un gros projet dont on peut parler, je crois, parce qu'il est lointain, mais il est bien installé. C'est l'Albertina en 2019. Entre les deux, il y aura autre chose, probablement. Et cette chance qu'on a, c'est que Jonas veuille bien nous associer à ces rencontres avec les directeurs de musées et à participer un peu, pas au choix, parce que chaque directeur fait son choix dans notre collection. Mais ça nous prend du temps et ça nous fait aussi découvrir des artistes. Et alors là, il s'agit de cette donation donc, du fonds Guerlain qui est à Beaubourg, voilà, au centre Pompidou. Mais est-ce que vous avez aussi une action d'exposition des dessins de la collection Guerlain qui est... Pas encore, Guerlain, parce que c'est à toi qu'on va dire. Tu sais très bien qu'une collection, ça se construit. Tout à fait. Alors là, il nous en reste 400, mais elle n'est pas aboutie, elle est en devenir. Enfin, on a notre petite galerie dans le Parthenay, on en montre entre 15 et 20, on change tous les ans. Alors là, on est un peu contre les méthodes des musées qui exposent 3 mois et 3 ans. 3 ans au placard, c'est plutôt 1 an. Un an, oui, mais c'est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière, donc il n'y a pas de risque. Et puis le contemporain est un peu plus solide, je dirais, que le dessin ancien. Pour certains. Oui. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que notre collection actuelle, on ne va pas la montrer en dehors de chez nous, parce qu'elle n'est pas encore aboutie. Elle n'est pas encore aboutie. Voilà. Qu'est-ce que... C'est-à-dire que quand on refait nos accrochages, on se rend compte que machin ne va pas avec truc. D'accord. Donc il faut changer. D'accord. Et tout le monde le sait. Et alors là, ça induit éventuellement une acquisition. Est-ce que ça peut être l'occasion d'une réflexion qui dit machin va pas être truc, comme tu l'as dit ou vous l'avez dit, je ne sais plus quel mode je vais utiliser, mais peu importe. Est-ce que ça veut dire, oui, mais peut-être que, tiens, on avait vu ça pourrait peut-être... Oui, ça nous fait beaucoup réfléchir. C'est des discussions que vous avez ensemble, souvent. Est-ce qu'il y a des fois, disons-le, est-ce qu'il y a des fois où vous ne trouvez pas du tout d'accord? On a la chance, alors en général on part sur 2 ou 3 œuvres. À partir de là on tourne autour. On a la chance, c'est que la collection est à la cave en dessous. Donc on peut aller fouiller, on peut aller chercher. Oui, mais pour l'achat, mais on est d'accord. Pour les achats, oui, en général, on sait jamais. En général, quand il y en a 2, on achète les 2. Voilà. C'est plus ça. On va faire un tour et avec chance, il y en a un qui est vendu entre-temps, qui s'est vendu entre-temps, donc on achète 4. Oui, d'accord. Vous n'y revendez pas du tout? Jamais. Les dessins, non. Non. Et alors, puisqu'on parle du dessin en collection, vous êtes toujours aussi collectionneur de peinture, ou beaucoup moins, est-ce que vraiment le dessin l'emporte? On a tous nos... On n'a pas toutes nos peintures, parce que ça, on en a vendu un peu, certaines trop grandes. Ouais. Et on en achète beaucoup moins, ça c'est évident. Oui, mais on en achète quand même parce qu'on a besoin d'œuvres sur les murs, donc, et pas toujours les mêmes. Et les sculptures, on avait 40 sculptures dans le jardin en campagne, bon, on a vendu déjà. Oui, bien sûr. Ouais. Javier Pérez, comment vous avez rencontré les Guerlain la première fois? Vous vous souvenez? Donc c'était après l'achat des 52 pour que... D'accord. On est venu. D'accord. Après avoir acheté. On est venu dans ton atelier et c'est vrai qu'il y avait beaucoup des piles et des piles de dessins. Ça, on en a regardé beaucoup et c'est ça qui... Alors, Javier, qu'est-ce que ça représentait dans ton travail ou dans ton parcours que d'entrer dans la collection Guerlain? Tu connaissais la collection Guerlain antérieurement? Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que ça a opéré chez toi dans ton parcours?
Moi, je pense que pour moi, ce qui est important, c'est que mon travail soit vu, mais que les gens qui l'ont, qui profitent du travail. Après, c'est pas si important au niveau de quantité, mais plutôt de qualité. Il y a beaucoup de différentes sortes de collectionneurs, et j'ai même de très petits collectionneurs qui ont un dessin ou deux dessins. Mais quand je les rencontre, ils me disent, écoute, on a ton dessin dans notre chambre à coucher, et c'est la première chose qu'on regarde en se réveillant le matin, et c'est un grand plaisir. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Et après, c'est vrai aussi que c'est bien quand le dessin rentre dans une grande collection, et une grande collection comme celle de Guerlain qui font beaucoup attention au fait que cette collection soit vue. Ça, c'est aussi important. Mais je veux dire, il y a tant de différents collectionneurs comme de personnes qui collectionnent. Il y a plein de sortes de collectionneurs privés. Et aussi, je veux dire que pas parce qu'une œuvre soit dans une collection publique, c'est une garantie que cette œuvre soit vue plus régulièrement. Parce que par exemple, une expérience, un ami qui est commissaire en Espagne, il a fait une exposition qui s'intitulait Les œuvres séquestrées. Il a pris des œuvres qui étaient dans des collections privées et il les a montrées dans son musée. Moi, je discutais avec lui et je lui dis, écoute, c'est pas tellement vrai cette thèse, parce que moi, j'ai l'expérience d'avoir pas mal d'œuvres dans des collections publiques qui n'ont jamais été vues, comme de musées. Par exemple, Reina Sofia a 3 œuvres de moi que depuis qu'ils sont achetés, ils ne sont jamais montrés. Jamais montrés. Et ça fait déjà plus de 20 ans de l'achat. Tandis que mes dessins, qui restent parfois dans des collections privées, ils sont beaucoup plus regardés. Voilà. Alors c'est difficile de dire génériquement, moi j'aime bien d'être dans les collections publiques ou dans les collections privées. Chaque collection est un univers, et le rapport qui s'établit entre l'œuvre et le collectionneur, c'est aussi un univers. Et quelle est la relation que tu entretiens avec tes collectionneurs? Est-ce que tu cherches à la développer? Est-ce que tu cherches à les connaître? Comment ça se passe? Ça dépend. En fait, je ne connais pas tous mes collectionneurs. Et avec certains, c'est vrai que je développais une amitié après le fait de devenir collectionneur de mon travail. Avec d'autres, à cause aussi de la distance, parce qu'il y a des collectionneurs qui habitent dans des pays différents. Je n'ai pas l'occasion de le rencontrer plus régulièrement. Mais est-ce que tu as le souci de savoir où cela va? Pas tellement maintenant. Je dois dire qu'au début de ma carrière, dans le début des années 90, j'étais beaucoup plus soucieux de savoir où mes œuvres allaient, qu'est-ce qui allait devenir. Mais maintenant, c'est quoi? C'est parce que tu as grandi, si je puis dire, en notoriété aussi, non? Mais je pense que maintenant, je suis un espèce de Yankee de l'art. Et tout ce je suis très projeté sur le futur. Alors, une fois que je finis une œuvre, ce qui me faut, c'est de pouvoir produire la prochaine. Alors, pour moi, c'est évident que c'est important d'être dans de bonnes collections et tout ça, mais finalement, je me suis un peu détaché de cette importance. Et ce qui me faut, c'est pouvoir continuer ma démarche. Donc, comme tu disais, une fois que tu as terminé une œuvre, elle ne t'appartient peut-être plus. De plus en plus, je me sens très distancié. D'accord. Elle ne m'appartient plus. Et surtout parce que oui, en fait,
ce qu'on voit ici, c'est une série très récente que je viens de... Sur le stand de la Galerie Papillon. C'est une série de 14 dessins. Oui. Et là, on voit 5. Bon, il y a 4 qui sont accrochés et un 5e qui est dans le stockage. Mais il y a 5 qui sont déjà finis et encadrés et tout. Mais c'est une série sur laquelle je continue. D'accord. Alors je dis, pour cette série, encore, je suis attaché parce que c'est un travail qui est très récent et qui est très lié aussi à une série de sculptures sur lesquelles je travaille. C'est un travail à propos le cœur et le titre de cette série, c'est Fuentes de Vida, donc source de vie, fontaine de vie. C'est une sorte de cœurs qui deviennent branches, qui deviennent arbres, qui deviennent vie. Et c'est un travail qui est en cours. Alors, mais si je dois penser par exemple à des dessins que je fais l'année dernière, ils ne m'appartiennent plus. Je suis plus dans le futur maintenant. En t'écoutant, je m'interrogeais, je me disais, est-ce qu'il y a des dessins dans ton travail qui adviennent à partir d'œuvres plus développées comme les sculptures ou les installations, c'est-à-dire des dessins qui ne seraient pas en amont de l'installation ou de la sculpture, mais en aval? Est-ce que ça existe, ça, des dessins d'après, je veux dire, ou des dessins après? Normalement, ça va parallèlement. Peut-être dans le temps, ça peut venir un peu plus tard, mais dans ma pensée, ça reste toujours très lié. D'accord. Mais normalement, c'est parallèle. Et aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est une sorte de libération pour moi de faire un dessin sur un projet sur lequel je travaille. Parce que le dessin, ce qui est intéressant pour moi, c'est que, en tout cas, moi, je me sens très nu face au dessin. Et c'est un travail très direct. On ne peut pas se tromper. Bon, si on se trompe, on déchire, on jette, on fait un nouveau. Mais avec la sculpture, par exemple, on peut toujours faire, refaire, transformer, remplacer. Il y a plus possible de repentir. Voilà. Tandis que le dessin, en tout cas pour moi, ça demande une grande concentration parce qu'on sait que les traits, une fois qu'il est fait, il est fait. On ne peut pas le cacher. En tout cas, moi, je suis pas ce genre de dessinateur. Moi, la plupart de mes dessins, ils sont faits en une seule journée, par exemple. Ou 2-3 journées. Mais c'est un travail très direct et très spontané. Après, c'est vrai, il y a des dessins qui sont en plus grand format, mais la plupart de mes dessins sont des dessins très, très vite faits. Une autre question qui me traversait aussi l'esprit, un petit peu en décalage, mais ça vient. Est-ce que tu collectionnes toi-même le dessin? J'aimerais bien. Tu aimerais bien? Oui, j'aimerais bien. Donc tu ne le fais pas? Non, je peux pas. Malheureusement, je ne peux pas. Mais je dois dire que si jamais je pourrais être un collectionneur, Pourtant, j'ai toujours entendu dire que c'était quand même assez facile pour les artistes parce que ils faisaient des échanges entre eux. J'ai quelques dessins, oui. Mais je pense que je peux dire que j'ai une quinzaine de dessins. D'accord. Je ne considère pas une collection. Tu ne considères pas une collection? Non, mais par exemple, moi, là, je viens de voir l'exposition qui est en ce moment à Guggenheim Bilbao, de Luz Bourgeois, et qui est une excellente exposition. Mais ce qui m'a plus ému, c'est cette série de dessins qu'elle a fait son dernière année. C'est 6 grands formats. Le titre, c'est I Give Everything Away. C'est comme je donne tout. Elle était prête à partir. Elle disait en regardant ce dessin, l'exposition, c'est le gros sel, le seld, en anglais
de sel. La vente? Non, le cache. Le cache. Ah, la cage, sel. Ok, sel, ok, la le cage. sel. Les cellules. C'est les cellules, voilà. Les cellules. C'est une grande exposition avec toutes les cellules. Ah oui, d'accord. Mais évidemment, oui, c'est émouvant tout ce travail, mais quand je me suis mis en face de ce dessin, je me suis dit, tiens, c'est une générosité, c'est une force à 99 ans de faire ça. Ça m'a évidemment envie d'avoir ça. D'accord. Alors, Yves Lecointre, on va reparler du FRAC et surtout, comme j'interrogeais tout à l'heure les Guerlain dans la façon de la constitution d'une collection, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de la façon dont, vraiment dans l'organisation des acquisitions, celles-ci sont faites? Par exemple, il y a un vecteur qui me paraît très important, et tu peux peut-être délier ça parce que tout le monde n'est pas toujours au courant, c'est le rapport au wall drawing. C'est un élément important de la collection du FRAC Picardie. Je me trompe ou je suis dans la vérité? C'est un des éléments. C'est un des éléments, mais qui est un vecteur important, que tu défends fortement, puisqu'il y avait un projet de centre international du dessin mural, que je sache. Il y a eu ça à un moment donné. À un moment donné. Bon, le projet, on en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font les grandes lignes de la... je crois que d'abord, ce qui est très, très différent, c'est que déjà c'est un mode de décision qui est collectif. Oui, tout à fait. C'est pas Yves Lecointre qui fait valider ses envies. Non, c'est pas la collection d'Yves Lecointre, on est bien d'accord. Pour rappeler que tu en as fait partie. J'ai fait partie du comité, je sais. Non, on a peut-être plus, je dirais, une forme de fonctionnement ou d'éthique ou de déontologie qui a consisté toujours à considérer que c'était avant tout un projet dans la durée. Et pour ce faire, on a toujours renouvelé le comité d'achat par moitié, pour toujours avoir en quelque sorte cette confrontation entre les anciens et les nouveaux de l'aventure, et de parvenir aussi dans le choix des personnes qui étaient conviées à participer à ça. C'est d'avoir des gens qui n'achetaient que pour le FRAC, ou qui n'avaient d'intention d'acquisition ou de choix que pour le FRAC, et pas pour une institution. D'avoir par ailleurs le regard toujours éventuellement, si c'était possible, d'avoir quelqu'un de l'étranger. Et fréquemment, ça a été des amis belges, avant tout. D'avoir un collectionneur privé. D'accord. Il y a cette indépendance ou cette fraîcheur d'œil qui peut être très importante. Et puis, c'est une forme aussi de cooptation, quoi. C'est-à-dire que le FRAC étant ce qu'il est, et avec son histoire, avec la collection qu'il a pu constituer, c'est de dire aux gens que l'on sollicite, vous venez pas avec votre caddie, mais c'est pour travailler à partir de cet existant, et déjà d'objectifs qui sont identifiés, parce qu'il y a la moitié du comité qui est encore là et qui a des intentions qui sont identifiées. On travaille aussi en termes d'acquisition, on peut travailler aussi de manière très très longue dans le temps, c'est-à-dire qu'on va toujours essayer de trouver l'œuvre la plus appropriée pour le FRAC dans la production d'un artiste. Et qu'on va demander tant aux galeries qu'aux artistes, de par la connaissance qu'on peut avoir de sa production ou de la lecture des catalogues ou des publications qui existent, dire voilà, c'est cette œuvre-là qu'on veut, ou une œuvre qui parle de cette manière-là des choses. Donc on a cette capacité à être exigeant, à exprimer clairement nos attentes, et à être écouté aussi. Ça, c'est important. Il y a vraiment un dialogue qui peut s'instaurer avec les artistes et les galeries. Et c'est un peu dans l'ensemble de cette qualité-là. Et je dirais qu'une bonne galerie, une bonne galerie qui nous démarche, c'est quelqu'un qui est presque déjà un membre du comité d'achat. C'est quelqu'un qui a fait l'effort de savoir si ce qu'il va proposer est en capacité de résoudre l'équation que nous on pose. Et
Oui, je pense que c'est ça, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment une forme de partage, de connivence, de compréhension mutuelle et de compréhension des attentes. Mais alors,